Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours, avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Amours impossibles, la fiancée d'Abydos. Le courant romantique apparaît en Allemagne dans les années 1770, puis se développe en Angleterre et en Europe du Nord, avant de gagner la France dans les années 1820. Ce mouvement, qui touche tous les arts, peinture, sculpture, littérature, théâtre, musique, opéra, danse, s'oppose à la pensée rationnelle qui domine depuis 2 siècles. Les romantiques vont chercher à exprimer une vérité qu'ils ressentent et à affirmer la primauté du sentiment sur la raison. Eugène Delacroix, chef de file du romantisme en peinture, a souvent puisé son inspiration dans la littérature, domaine qui le passionne. Plusieurs de ses œuvres empruntent ainsi leur sujet à Dante, Shakespeare, Hugo, Goethe et fréquemment aux auteurs anglais contemporains Walter Scott et Lord Byron. Dans cette première moitié du XIXe siècle, les romans historiques de Scott captivent l'Europe entière et Byron s'impose comme le poète emblématique de la génération romantique. Delacroix admire tout particulièrement l'œuvre et l'engagement politique de Byron. Ainsi, son célèbre tableau « La mort de Sardanapale », conservé au musée du Louvre, est tiré du drame éponyme du poète anglais. La fiancée d'Abydos, tableau de petit format peint en 1849 et conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon, est également inspiré par un poème de Byron. Le sujet a fasciné Delacroix, qui l'a peint à 4 reprises. Le 11 mai 1824, le peintre écrit dans son journal « Que je voudrais être poète. Le poète est bien riche. Rappelle-toi, pour t'enflammer éternellement, certains passages de Byron. Ils me vont bien. La fin de « La fiancée d'Abydos », la mort de Sélim, son corps roulé par les vagues, et cette main surtout, cette main soulevée par le flot qui vient mourir sur le rivage. Cela est sublime et n'appartient qu'à lui. Je sens ces choses-là, comme la peinture les comporte. Dans les 4 versions de La fiancée d'Abydos, un couple, une jeune femme et un pirate, semblent fuir, le pirate brandissant son arme en direction d'un ennemi invisible. Dans la version du musée des Beaux-Arts de Lyon, le couple est dans une grotte, au fond de laquelle on aperçoit une trouée lumineuse sur la mer. Dans son poème en 2 chants, composé en 1813 et se déroulant à Abydos, à l'ouest de l'actuelle Turquie, sur les rives du détroit des Dardanelles, qui relie la mer Égée à la mer de Marmara, Byron raconte comment Zuleika, promise à un mariage forcé, avoue son amour à son frère Sélim. Lors d'un rendez-vous secret, celui-ci lui révèle qu'il n'est pas son frère, mais son cousin, son père ayant été assassiné par celui de Zuleika, le pacha Giafir. Sélim confesse également que, méprisé par son père adoptif qui refusait de l'initier au combat, il est devenu pirate. Enfin, il demande à Zuleika de s'enfuir avec lui, afin d'échapper à l'homme auquel elle est promise. C'est le moment qui suit cette confidence que Delacroix a représentée. Byron décrit la réaction de Zuleika, qui n'aura pas le temps de répondre à Sélim, car les sbires de Giafir surgissent pour arrêter les jeunes amants. Zuleika demeure saisie, fixe et muette de douleur. Sa forme semble être durcie, comme jadis, dans son malheur, Niobé, l'orgueilleuse mère, transformée en un bloc de pierre. La statue ici vient offrir de l'antique une jeune image, mais sa bouche n'a pu s'ouvrir, ses yeux essayer leur langage, ni de son œil glacé, hagard, n'a pu jaillir un seul regard. Avant que soudain, une torche du jardin éclaire le porche, puis une autre, lui, de feu s'illumine la nuit.
toi qui n'es plus un frère, ah, fuis, toi plus qu'un frère. Au loin, partout, court la lumière, sans lueur d'un rouge enflammé, non seul, car main bras armés, nus, dans les airs, un fer agite, se croise, se joue et se quitte, avec les flambeaux et l'acier. L'on cherche, en fureur le dernier, Giafir a brandi son sabre, l'on s'approche. Sélim, doit-il trouver sa tombe sous la roche ? C'est ce moment précis que Delacroix a choisi de représenter. Moment de tension suprême, où tout peut encore arriver. En effet, Sélim n'est pas seul. Il compte sur l'appui de son équipage de pirates. Il reste ferme et dit « La crise va passer. Un baiser, Zulaïka, le dernier, un baiser. Ma troupe peut entendre auprès le son d'alarme et du rivage voir la flamme de mon arme, mais nous sommes trop peu, et nos coups superflus seraient vains, mais n'importe. Un autre effort de plus. » De la caverne, il s'élance à l'entrée. D'un coup de feu, les airs ont retenti. De Zulaïka, l'être est glacé, saisi. Sans tressaillir, l'œil sec, elle est comme atterrée, fixe de désespoir. Ils n'ont pas entendu, ou s'ils rament vers moi, c'est pour me voir perdu. Viens donc, sors du fourreau, paternel cimeterre, l'explosion les a tous attirés sur moi. Fer, as-tu jamais vu plus inégale guerre ? Adieu, ma Zulaïka, d'ici retire-toi, et demeure en dedans, laisse passer l'orage. Sur toi, de Giafir, s'émoussera la rage. Ne bouge pas, de peur que, vers toi, par hasard, ne s'égare une balle. Un seul perfide dard. Mais crains-tu pour ton père ? Ah, plutôt que je meure, avant qu'on se conflit, mon fer, le cherche, non. Quand il m'appellerait un lâche, un vil poltron, dût sa main me verser le poison à cette heure. Mais irai-je en agneau rencontrer leur acier ? Non, mon bras frappera, hors le sien, tout signé. D'un bond, il gagne la terre, et le premier de la bande qui fond sur lui, déjà mord la poussière, le crâne ouvert, informe tronc. Un autre tombe, autour, en foule d'ennemis, l'essaim s'est pressé. De droite à gauche, il le refoule, affrontant ce flot opposé. À 5 rames près du bord même, sa nef paraît, avec vigueur. Ses compagnons, effort suprême, rament, oh, s'ils avaient le bonheur d'être à temps pour sauver leur frère, car la vague a baigné son pied. Sa troupe, fendant l'onde amère, dans la baie a brandi l'acier. Plongeant, s'élonçant à la nage, désespérés, ils vont lutter, et touchent enfin le rivage, au carnage pour ajouter, car déjà son meilleur sang coule, et rougit la vague qui roule. L'on croit encore alors à une possible victoire du valeureux Sélim, mais... Respecté par le plomb, par le fer épargné, ou le sentant à peine au milieu du carnage, Sélim, trahi du sort, partout environné, se porte où le flot vient se briser au rivage. Sur la terre, il avait posé son dernier pas, frappé le dernier coup qui donna le trépas. Hélas, pourquoi, d'ici, détourna-t-il la vue pour chercher une amonte à ses yeux disparus ? Vain regard, cette pause a décidé son sort. Un coup d'œil va fixer, sceller l'arrêt de mort, ou du captif, sans fin, river la triple chaîne. Triste gage d'amour, dans l'angoisse et la peine, l'espoir dure toujours dans le cœur des amants. Son dos était tourné vers les flots écumants. Auprès, ses compagnons étaient postés derrière, quand siffle, avec ces mots, la balle meurtrière. « Mort à tout ennemi du puissant Giafir !» Quelle bouche, quel bras a fait soudain partir la foudre de la voix et de la carabine ? Quelle balle a chanté sa funèbre chanson, faisant siffler trop près de sa voix assassine, pour s'égarer dans l'air l'inévitable plomb ? Meurtrier d'Abdallah, cette voix est la tienne. Dans la lente gorgée, un père a bu la haine. De nouveau, par tes soins, le fils doit, à ta main, de sa vie, en sa fleur, une plus prompte fin.
Le sang, à large flot, jaillit de sa poitrine. Troublant du flot amer la blancheur cristalline. Si sa bouche a tenté de gémir une fois, une vague, en hurlant, vient étouffer sa voix. Ainsi meurt le valeureux Sélim. Zulaïka ne survivra pas à cette grande douleur. Telle Juliette auprès de Roméo, elle meurt de désespoir quelques instants après Sélim. Oh, l'horrible tourment pire que la folie. Ver rongeur, immortel et qui jamais ne dort. Malheur à Giafir, sa rigueur est punie. Cet astre s'est couché qui luisait le matin. Sur les rives d'Élé, l'étoile plus ne brille. Qui l'éteignit? Le sang par ta main répandu. En vain ton désespoir crie à l'écho, « Ma fille, où donc es-tu » L'écho répond, « Où donc es-tu » La nature, comme compatissant à la douleur des jeunes amants, fait pousser une rose à l'endroit où ils sont tombés. Une rose incolore, en ce lieu solitaire, la main du désespoir semble l'avoir plantée, tant elle est pâle et frêle. Au plus léger zéphyr, la feuille vacillante en serait agitée. Et pourtant, la tempête aura beau l'assaillir, quand plus rude qu'un ciel d'hiver, la main humaine à sa tige voudrait de force la ravir. Inutile est l'effort, la violence est vaine, on verra dès demain la rose refleurir. Toute la nuit, près du rosier, un oiseau gémit, invisible, et tire d'un suave gosier, quand frémit son aile flexible, des accords dignes des houris. Le rossignol, au son magique, n'a pas, pour enchanter les nuits, des soupirs si mélancoliques. La tristesse est si calme et libre de terreur, qu'on voudrait de l'aurore arrêter la lueur, qui vient de ses accents, hélas, rompre le charme. On voudrait plus longtemps pleurer, veiller encore, sous cet étrange son de suave mélodie. Mais du jour rougissant, quand éclatent les sorts, avec lui, des accords, expire la magie. Il est de jeune cœur, cet âge aime à rêver, de ces crédules cœurs, épargnez-leur le blâme, qui pensent quelquefois, d'erreur pour se bercer, que ce chant si perçant, si profond et plein d'âme, en syllabes s'unit et forme, à l'unisson, un mot de Zulaïka, retraçant le doux nom. C'est sous cet arbre vert, au virginal tombeau, que du frêle rosier la fleur a son berceau. Un soir, on y posa le marbre tumulaire. Il avait disparu déjà, le lendemain. Ah non! Ce ne put être alors un bras humain qui porta sur la grève un pareil bloc de pierre, car Délé la légende ainsi l'a raconté. On retrouva le marbre à ce bord funéraire où Sélim était mort, par le flot ballotté, le flot lui refusant un plus digne ossuaire. Ici, pendant la nuit, on voit, dit-on, gisant, le spectre fier, hagard, d'une tête en turban, et de là, s'étendant sous la vague écumante, d'oreiller du pirate, il prit le nom fatal, où le deuil fit jaillir la rose de la menthe. Elle fleurit encore, ornement sépulcral, pâle, froide, isolée, humide de rosée, car l'aurore, en naissant, la baigne de ses pleurs. Telle de la beauté, la joue est arrosée, de larmes au récit de tragique douleur. Ce drame à la fin tragique est né dans l'esprit de Byron en écho à l'histoire antique des amants maudits, Héros et Léandre. Léandre traversait chaque nuit à la nage le détroit des Dardanelles pour rejoindre sa bien-aimée, jusqu'à une fatale nuit de tempête qui lui ôta la vie. Cette légende a tant marqué le poète anglais qu'avant d'imaginer la fiancée d'Abydos, il a lui aussi entrepris la traversée à la nage d'Abydos à Sestos.
Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Julien Gauthier et Karine Martin-Prével. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction, Maëva Bonfanti et Stéphanie Dermoncourt. Production, Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale composée par Hassan Ali. Les extraits lus dans cet épisode ont été tirés de chefs-d'œuvre de Lord Byron, traduits en vers français par Amable Regnault, tome 1er, paru aux éditions Amiot, Paris, en 1874. Venez découvrir La fiancée d'Abydos d'Eugène Delacroix dans les collections de peinture du Musée des Beaux-Arts de Lyon.